Cold Case, le combat des familles. C'est souvent dans les épreuves que l'on mesure la force d'une famille. Pour les Dumont, l'épreuve commence en 1987. Sabine, 8 ans, disparaît à Bièvre, dans l'Essonne, alors qu'elle est partie chercher un tube de peinture. Son corps est retrouvé le lendemain. Plus de 30 ans de mystère, d'espoir déçu. Et une question, celui qui a violé et tué Sabine, est-il aussi le meurtrier de Virginie, Perrine et Emma, 3 autres fillettes enlevées en région parisienne à la même période? Deuxième épisode, l'affaire Sabine Dumont, 36 ans après, l'espoir malgré tout, un récit de Pierre de Cossette. Bièvre, un manège au cœur de la ville, des enfants qui s'amusent et des parents qui les surveillent. Ici, tout le monde a à l'esprit la tragique disparition de la petite Sabine. Aujourd'hui, pour les parents, une seule préoccupation, protéger les enfants. Cette journée, déjà, il faisait très très beau, il faisait très chaud. Ce 27 juin 1987, c'est le début de l'été, bientôt les vacances scolaires. Et à Bièvre, dans l'Essonne, la famille Dumont vient de s'agrandir. C'était une très belle journée puisque ma sœur venait d'accoucher de sa petite fille la veille et que nous étions allés la voir à la maternité en début d'après-midi. Depuis 36 ans, chaque jour qui passe, Gaëlle y repense. En 1987, elle a 14 ans, c'est la 5e d'une fratrie de 6. La petite dernière se prénomme Sabine. Dans une semaine, elle fêtera son 9e anniversaire. Sabine est passionnée de peinture. Ce samedi après-midi, il lui manque un tube de gouache blanche. À presque 9 ans, après tout, Sabine peut bien sortir l'acheter seule, ce tube. Le centre-ville de Bièvre est à moins d'1 kilomètre, et puis, il faut bien une première fois. Alors sa maman l'autorise, mais Sabine ne rentre pas. Sabine voulait faire une reproduction d'un tableau de Renoir pour ma sœur et donc pour la naissance de ma nièce. Et donc le trajet du retour était beaucoup trop long. Donc tout de suite, j'ai compris qu'il y avait quelque chose d'anormal. C'était une petite fille sage et qui restait obéissante et qui écoutait aussi ce qu'on lui disait. Donc on lui avait dit qu'il fallait qu'elle fasse attention, que si elle croisait quelqu'un qu'elle ne connaissait pas, qui voulait l'emmener ou qui lui proposait des bonbons ou à manger ou quoi que ce soit, qu'il fallait surtout qu'elle refuse, etc. Bon, les recommandations qu'on peut faire à tous les enfants, mais avec encore un peu plus d'insistance avec les 3 autres petites filles. On en reparlera un peu plus tard, car c'est l'un des enjeux de l'enquête récupérée il y a 2 ans par le tribunal de Nanterre et son tout jeune pôle spécialisé dans les cold cases. Au printemps 87, en région parisienne, 3 autres petites filles sont enlevées et tuées. L'une d'elles, Emma, 10 ans, a été enlevée à Malakoff, à 10 km seulement de Bièvre. Ma mère est quand même allée voir chez ses copines au cas où, mais probablement dans l'espoir qu'elle soit chez l'une d'elles. Mais c'était impossible. C'était impossible parce que ça ne collait pas du tout à son caractère. Je ressens encore aujourd'hui l'angoisse qu'elle avait et le pressentiment de quelque chose de grave qu'elle a compris tout de suite. Et très rapidement, elle a senti que c'était même terminé, que c'était fini, qu'on ne la reverrait plus. Et ça, je m'en rappelle aussi, quand elle l'a dit. Alors, pas sur cette intonation-là, mais avec ces mots-là, oui. Parce que je me rappelle même lui avoir dit « Mais comment tu peux dire ça ? On ne sait pas, on ne l'a pas retrouvé. » Elle m'a dit « Mais je le sais, je le sens. » Je pense que c'est un instinct maternel. Aujourd'hui, moi, je suis maman, je me rends compte aussi que je ressens beaucoup de choses. Pour raconter leur histoire, celle de leur sœur et de leur famille, Gaëlle et son frère, Éric, ont tenu à nous recevoir tous les deux. En 1987, Éric Dumont a 18 ans, c'est le seul garçon de la fratrie. Ce samedi-là, il travaille comme saisonnier, il rentre à la maison, à Bièvre, à 19h30. Cela fait 3 heures que Sabine a disparu. Moi, j'ai juste ma sœur qui est venue me dire que Sabine avait disparu. Et à partir de là, on cherche. On cherche de manière un peu anarchique, puisqu'on ne sait pas où chercher. Il faut quand même se rappeler une chose, et le contexte, c'est qu'en 87, il n'y a pas Internet, il n'y a pas de téléphone portable. L'information s'est véhiculée très très rapidement dans Bièvre. Bièvre, à l'époque, c'était quand même un petit village, on va dire ça comme ça. Donc, à partir de là, on a communiqué comme on a pu. Et puis, très vite, au niveau de la place de la gare, les gens se sont rassemblés pour commencer à chercher. Mon père, lui, est parti avec mon oncle au commissariat de Palaiseau, qui ne les ont pas vraiment pris au sérieux tout de suite. Ça, c'est quand même très malheureux. Il a fallu qu'il insiste en précisant que c'était une petite fille de presque 9 ans et qu'elle n'était pas du tout du genre à fuguer, parce qu'au départ, c'est quand même ce qu'on lui a dit, que c'était une fugue.
Et je ne vois pas comment on peut dire à un papa qui vient signaler la disparition de sa fille que c'est une fugue. Quelques policiers et gendarmes vont tout de même lancer de premières recherches le soir même. Le signalement de Sabine est diffusé. Elle porte un blouson bleu ciel, un jean, des tennis blanches et un ruban dans les cheveux. Une équipe cynophile est envoyée sur le chemin emprunté par la petite fille. Et ce qui ne rassure personne, c'est que le chien marque un arrêt à quelques dizaines de mètres de la maison familiale. Sabine, qui a bien acheté son tube de peinture, aurait donc disparu alors qu'elle était presque rentrée chez elle. Les proches, dont Éric Dumont, vont passer la nuit à ratisser les environs. Ça se fait à plusieurs voitures. Vous avez, moi je me souviens très bien être allé chercher dans le bois de Verrières. Donc imaginez, on était à 4, le bois de Verrières c'est immense, donc c'est pas très rationnel en fait cette recherche. Il y a des gens qui on allait chercher du côté de Juan-Josas, du côté de Vauboyen, autour de Bièvre. Tout le monde cherchait et puis les gens, une fois qu'ils avaient fait leur recherche, ils y revenaient. Alors recherche, les gens revenaient sur Bièvre, en tout cas à la place de la gare, et les gens échangeaient donc sur les endroits où on avait cherché. Peut-être qu'il fallait aller peut-être chercher ailleurs, et puis tiens, si on allait là-bas, et puis voilà comment c'était à l'époque. Le dimanche matin, le dispositif policier est renforcé. Hélicoptères, hommes grenouilles, les bois, les fourrés sont inspectés, jusqu'à la découverte que chacun redoutait en bordure de National 118. Une petite fille de 9 ans, prénommée Sabine, disparue hier après-midi à Bièvre, dans le département de l'Essonne, a été retrouvée morte cet après-midi, à 3 km du domicile de ses parents. Le corps a été retrouvé effectivement dans un lieu dit qui s'appelle le Chat Noir, très proche de Bièvre donc. Le corps était dénudé et on a tenté d'y mettre le feu. Je crois qu'à partir de là, il ne se passe plus rien, plus grand-chose dans ma tête et je ne sais plus trop. Enfin, à part le monde qui s'ouvre sous mes pieds et une dégringolade de plusieurs milliers de kilomètres, je ne sais plus, je ne me rappelle pas. Il y a eu un gros trou noir de plusieurs heures, voire peut-être même quelques jours. Le monde s'écroule, quoi. Tout s'arrête en fait. Tout s'arrête. En plus, moi, à 14 ans, j'avais pas du tout cette vision-là du monde. C'est pour moi, tout le monde était beau, tout le monde était gentil. Je vivais dans le monde des bisounours à cette époque-là, moi. Donc, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ça, la vie sur Terre et ce monde dans lequel je vivais. Pas du tout. Il y a quand même les obsèques de Sabine qui passent. Et assez rapidement après, en fait, on veut savoir effectivement qui c'est. On veut savoir qui a fait ça, on veut le trouver. Et oui, il y a énormément de colère et un énorme sentiment de vengeance. On l'aurait trouvé, je l'aurais trucidé de mes propres mains. Même si c'est un homme, ça me faisait pas peur à cette époque-là. Aujourd'hui, forcément, avec le recul, tout ça a un peu changé. Mais on n'a pas du tout, à aucun moment, on a imaginé qu'on ne le trouverait pas et qu'encore aujourd'hui, plus de 36 ans après, on en serait là, à ne pas savoir qui c'est. La famille Dumont n'a jamais cherché la polémique. Éric et Gaël le savent, 1987, c'est une autre époque, d'autres méthodes policières. Mais s'il y a un regret, c'est ce qui a été fait, ou plutôt ce qui n'a pas été fait dans les premières heures. Si on est passé à côté, bien sûr, au moment des recherches, je pense que les choses auraient dû être peut-être plus accélérées. Il aurait peut-être fallu, par exemple, à l'époque, peut-être tout de suite fouiller les véhicules, prendre les noms de tous les gens qui recherchent, prendre des photos des gens qui recherchent. Ça, c'est des choses qui auraient pu être faites à l'époque. Peut-être, fermer les accès de la ville. Mais bon, voilà, ça s'est pas fait. Ouais, si, bien sûr, on est passé à côté de quelque chose, je pense. Maintenant, je suis pas enquêteur, donc... Le meurtre de Sabine et de Perrine, les deux fillettes, le ou les assassins courent toujours. Un suspect arrêté lundi dans les Yvelines a été écroué pour attentat à la pudeur, mais il n'est pas impliqué dans les deux affaires précédentes. En 1987, on n'exploite pas encore l'ADN, mais la police judiciaire de Versailles dispose de quelques éléments malgré tout. À côté du corps dénudé de Sabine, on a retrouvé une cordelette, un bidon de white spirit et un mégot de cigarette. Sous les ongles de la petite fille, des traces de sang d'un autre groupe sanguin que le sien. Dans les années 90, les enquêteurs étudient des pistes, celle de Gérard Lebourg, condamné pour le viol et le meurtre d'une petite fille dans le Calvados, ou encore celle de Robert Black, tueur en série et pédophile écossais, hypothèse écartée. En 1999, alors que les analyses génétiques ont fait leur apparition en matière criminelle, les experts isolent une trace ADN sur le sweatshirt de Sabine Dumont, mais un ADN inconnu.
Et à un moment donné, on perd même espoir. En tout cas, moi, je me suis dit, bon, c'est jamais on le retrouvera, c'est terminé, on ne le retrouvera jamais. Et puis, parfois, il y a des rebondissements, et comme quand Guardo a été exhumé, on se dit, peut-être qu'on va le trouver, peut-être que c'est lui. Et puis, finalement, non. Et puis, dès qu'il y a un tueur en série, quand il y a eu Fourniret, je me suis posé aussi la question. On avait déjà l'ADN à cette époque-là, donc très rapidement, on a su que c'était pas lui. Mais en fait, dès qu'une affaire de ce type sort, est médiatisée, ou qu'on entend qu'il y a eu ce type de crime, on se dit peut-être qu'il y a une similitude, peut-être que c'est lui, peut-être que c'est pas lui. Donc on vit avec ça tout le temps en fait. Gaël Dumont vient de citer 2 noms. L'un d'eux vous est certainement familier, Michel Fourniret, l'ogre des Ardennes. La piste a été étudiée, mais Fourniret n'a rien à voir avec la mort de la petite Sabine. Et puis, il y a Raymond Guardo. Lui est décédé. Il a séquestré et violé sa propre fille, Lydia, et elle le soupçonne d'avoir tué. En 2009, la justice décide de s'y intéresser. Cimetière bouclé, sous haute surveillance. À l'intérieur, les services funèbres viennent de déterrer un corps, celui de cet homme, Raymond Guardo, mort il y a 12 ans. La justice le soupçonne du meurtre de 4 fillettes en 1987 et souhaite comparer son ADN à celui retrouvé à l'époque sur une des victimes. Si l'ADN parle, les enquêteurs reviendront avec des bulldozers, voir si 12 ans après sa mort, la maison de Raymond Guardo abrite encore de lourds secrets. L'ADN, sans doute la clé du mystère, reste à trouver la bonne porte. C'est la conviction d'Isabelle Théry, une ancienne avocate devenue magistrate. En 2011, la voilà juge d'instruction à Évry, avec d'office une centaine de dossiers dans son portefeuille. Quand je suis arrivée à Évry, le dossier Sabine Dumont était sur le bureau. Donc je l'ai tout de suite regardé et je m'y suis tout de suite intéressée, ce qui n'était pas vendu, parce que souvent les crimes non élucidés, ils sont au fond du placard. Il y a des trucs en cours, mais qu'on réclame pas, donc qui traînent, donc ils peuvent rester comme ça. Et quand on arrive dans un cabinet d'instruction, on met déjà 2 ans à lire tous les dossiers, à peu près. Pour les avoir tous lus complètement, il faut 2 ans. Donc évidemment qu'on commence pas par le crime non élucidé qui est dans le fond du placard. On commence par les détenus, on commence par les urgences, etc., etc. Bon. Et donc je me suis intéressée à ce dossier qui était évident. Et évidemment, il m'a ému, choqué, bouleversé, tout ce qu'on veut, parce que dans le dossier, il y a une photo de la petite Sabine, et elle est absolument sublime de beauté. Je visualisais très bien toute cette famille, l'appartement, la mère, le père, le soir, quand il commence à téléphoner dans tous les sens, exactement comme dans les films, quoi, on les voit très bien. Le chien qui part sur la trace du mouchoir. Et moi, j'ai pensé plus à elle, et puis à l'auteur, oui. Sabine, c'est le début pour moi de l'obsession du crime non élucidé, clairement. On est obsédé par ceux qu'on n'a pas pu résoudre. On y pense tout le temps, on veut qu'ils soient résolus. Ils nous accompagnent. Qu'est-ce qu'on se dit quand on est juge d'instruction et qu'on a cette charge-là ? D'abord, on fait des actes, parce que c'est la seule manière de laisser vivant un dossier et de trouver quelque chose. Et des actes, il y en a toujours à faire. Moi, je pense qu'on ne devrait jamais clôturer les crimes non élucidés. Donc, déjà, quand on en a dans son cabinet, la première chose à faire, c'est d'interrompre la prescription. Ne serait-ce que pour ça. Faire n'importe quoi pour interrompre. Parce que ça va vite. Hein. À l'époque, c'était 10 ans. Et je peux vous dire que 10 ans dans un cabinet d'instruction, ça va super vite. Donc, il faut interrompre pour absolument qu'il reste vivant, quoi. C'est ça ce qu'on se dit. Et puis, on a toujours l'espoir que ça marche. Il faut que ça marche. Je trouve que le fait que dans un pays, il y ait des crimes non élucidés, c'est en soi un trouble à l'ordre public, grave. C'est l'aboutissement de la démocratie, la lutte contre le crime non élucidé. C'est beau qu'on protège la vie, quoi. La démocratie, c'est ça, c'est protéger la vie des gens. C'est tout. Isabelle Théry ne restera que 2 ans à Évry, les aléas des mutations des magistrats. Depuis 1987, une dizaine de juges d'instruction se sont succédés pour enquêter sur le meurtre de Sabine, avec l'impression pour la famille Dumont que les policiers se sont montrés plus à l'écoute que les juges, un reproche souvent adressé aux magistrats dans ces dossiers au long cours. Mes parents ont toujours eu de très bons contacts avec le SRPJ de Versailles, et le SRPJ de Versailles a toujours été extrêmement présent pour mes parents.
Je suis quand même restée à la maison à vivre avec mes parents pendant quelques années après la disparition de Sabine. Au moins une fois par an, mes parents allaient au SRPJ de Versailles pour faire un point sur l'enquête, les avancées, ce qu'ils faisaient, ce qu'ils avaient éventuellement trouvé ou quelle direction ils voulaient prendre. Il y a vraiment toujours eu, ils ont toujours été très très présents et ils ont toujours montré à mes parents qu'ils travaillaient et qu'ils ne voulaient pas lâcher, même s'ils avaient d'autres affaires en parallèle. En revanche, côté juge d'instruction, ça n'a pas toujours été le cas. C'était ma mère qui devait batailler quasiment tout le temps à chaque changement pour rencontrer le ou la juge et faire un point avec. C'était parfois très très compliqué. Là, il n'y avait pas vraiment de présence, quoi. C'était plus une priorité. À l'époque, il n'y avait pas non plus de prise en charge psychologique, ce qui est un énorme manquement parce que nous, on n'a rien demandé à personne, mes parents non plus. Nous, on avait notre petite vie tranquille. On était une famille nombreuse, avec son rythme de vie, avec ses joies et ses peines, comme une famille lambda. Et puis voilà, on nous a enlevé Sabine, on a tué Sabine. Et maintenant, nous, ça fait plus de 30 ans qu'on vit avec ça. C'est pas normal que ce soit à nous de nous battre. C'est pas normal que ce soit à nous d'aller chercher un avocat pour être correctement représenté, parce qu'il faut aussi dire que le cabinet d'avocats que l'on choisit a une grande importance aussi pour ce genre d'affaires. Parce que si les avocats sont pas vraiment derrière vous, enfin en tout cas avec vous, et qu'ils œuvrent pas auprès du juge d'instruction pour qu'il y ait des investigations qui soient faites, rien n'est fait. Didier Seban, je suis avocat de la famille Dumont. Didier Seban s'est fait une spécialité des affaires non élucidées. C'est lui qui, par exemple, a accompagné des années durant la famille d'Estelle Mouzin. Le dossier Sabine Dumont, il l'a repris il y a 2 ans seulement, au départ en retraite de l'avocat historique de la famille. Didier Seban est prudent, il se garde de toute conclusion hâtive, mais il a une certitude, c'est qu'il faut reprendre le dossier Dumont du début. Ce qui pêche toujours dans ce genre de dossier, quand on les regarde avec notre regard d'aujourd'hui, c'est la recherche sur des auteurs identifiés comme des pervers sexuels ou comme des enleveurs d'enfants, et des rapprochements avec les autres affaires. Ce qui me trouble dans ce dossier, c'est que vous savez que vraiment dans la même période, là on est en juin pour Sabine Dumont, mais le 5 mai 1987, une petite fille, Virginie Delmas, de 10 ans, est enlevée à Neuilly-sur-Marne, en Seine-Saint-Denis. Le 30 mai 1987, une petite fille, Emma, de 10 ans, est retrouvée brûlée sur un parking à Châtillon-sous-Bagneux. Le 3 juin 1987, Perrine Vigneron, qui a 7 ans, est enlevée là aussi en Seine-et-Marne. Donc on a, dans la même période, 4 petites filles en région parisienne qui disparaissent et sont retrouvées mortes, dont une, Emma, qui est retrouvée aussi brûlée, et les faits se passent dans le sud de la région parisienne. Donc évidemment, on se dit, mais comment se fait-il que le travail sur ces 4 dossiers n'ait pas été mené par les mêmes enquêteurs, n'ait pas été confié aux mêmes policiers ou gendarmes, que ça ne soit pas dans le même tribunal. Bon, alors on va me dire, on n'a pas la preuve que c'est le même auteur. Bien sûr, on n'a pas la preuve que c'est le même auteur, puisque dans les 3 autres dossiers, il n'y a pas d'ADN. Mais on a quand même une série de crimes visant des enfants dans une période extrêmement réduite de temps. Et pour moi, une activité criminelle, une activité en analyse criminelle, aurait dû aboutir à ce qu'on confie ces 4 dossiers au même groupe d'enquête. Ce qui n'a pas été fait, c'est pour moi, de porter le regard sur la globalité de ces dossiers, la globalité de ce parcours, et donc de se dire finalement, par exemple, si une voiture a été repérée dans tel dossier, est-ce qu'on ne peut pas se poser la question de savoir si elle a été repérée dans tel autre ? Si on remarque une histoire d'horaire, se poser la question de savoir si c'est quelqu'un qui travaille ou ne travaille pas. La piste d'un prédateur, d'un tueur en série, il aura fallu 35 ans pour que la justice s'en empare réellement, avec la création du pôle des crimes non élucidés au tribunal de Nanterre en 2022. Désormais, une juge d'instruction s'occupe des dossiers Virginie et Perrine, et une autre des affaires Emma Gridari et Sabine Dumont. Côté policier, ce sont les enquêteurs de l'Office central de répression contre les violences aux personnes, l'OCRVP, qui travaillent sans relâche.
Est-ce le même criminel qui a tué ses 4 petites filles, ou au moins Emma et Sabine? Le rapprochement est tentant, mais Éric et Gaëlle Dumont eux-mêmes n'en sont pas convaincus. Nous, on a le sentiment que non, c'est pas le même auteur encore une fois, ce que l'on ressent nous. Pour nous, c'est pas le même, en tout cas pas le même pour les 4 petites filles. Et éventuellement, c'est vrai que quand on regarde ce qui s'est passé pour Emma, il y a quand même quelques similitudes. Donc on pourrait se dire que c'est peut-être effectivement le même auteur pour Emma et pour Sabine. Quelqu'un du coin, quelqu'un qui connaît Bièvre, l'endroit où elle a été déposée, l'endroit où on a retrouvé ses vêtements. En fait, on a retrouvé ses vêtements sur le chemin du retour. Donc ça laisse imaginer, encore une fois, que cette personne, elle serait bien partie de Bièvre, avec vraisemblablement le corps de ma sœur dans sa voiture, l'aurait déposé, a fait demi-tour et est revenu sur Bièvre, puisqu'on retrouve ses vêtements sur le chemin du retour. Tout ça en voiture. Donc, si vous voulez, pendant l'heure où le jour s'est levé, et on va dire 8h du matin peut-être, plus personne cherchait. Bièvre était quasi désert. C'est important de dire ça, parce que ça veut dire qu'en fait, c'est le moment idéal, si vous voulez, entre guillemets, vous débarrasser de quelqu'un, puisqu'en fait, encore une fois, il n'y avait personne, et la police n'était même pas mobilisée. En plus, très naturellement, quelqu'un peut très bien décider pour se débarrasser du corps, de l'emmener très très loin. Vous savez, sur la 118, vous avez les directions Chartres, Deschamps, c'est pas ce qui manque, hein. Vous mettez une pelle dans le coffre et puis c'est fini, on la retrouve plus jamais. Tout ça nous emmène à converger vers l'idée que c'est quelqu'un du coin. Il faut quand même pas oublier qu'à l'époque, il y avait la fête des fraises, qui n'est pas ultra populaire, mais quand même très agréable, voilà, où vous avez des manèges, il y a une fête, et donc voilà, ça c'est festif, et ça peut très bien être quelqu'un qui soit invité aussi dans une famille. Ça peut être tout ça. Ce qui est sûr, c'est que c'est quelqu'un qui avait une voiture. À Bièvre, voilà, dès l'instant où les gens avaient, on va dire, le droit de conduire, ils étaient soupçonnables. Encore aujourd'hui, quand je viens à Bièvre, je regarde tout le monde et je soupçonne tout le monde. Et je regarde s'il y a des gens que je connais, notamment des hommes forcément, et je me dis peut-être que c'est cette personne-là. Et ça, c'est au quotidien en fait. Alors heureusement que je ne vis plus à Bièvre parce que ce serait vraiment insoutenable. Mais il faut quand même imaginer qu'on se fait notre enquête dans notre tête. Et ça depuis le début finalement. On est partie civile nous, donc on a eu accès au dossier. Il y a plein de parties du dossier que j'ai lu moi où j'ai commencé à un moment donné, alors jeune adulte, à essayer de faire des recoupements ou à essayer, oui, de me dire mais peut-être que cette personne-ci, cette personne-là... Et ça, c'est très difficile parce que j'avais 14 ans. Vous voyez combien j'en ai aujourd'hui. On vit vraiment tout le temps avec elle et ce qui s'est passé en nous, tout le temps, tous les jours. C'est inévitable. À la douleur qui ronge la famille depuis 1987 s'ajoutent des épreuves régulières. Il y a 3 ans, l'identification du grêlé, ce violeur et tueur qui a sévi dans les années 80, a fait naître des espoirs que les comparaisons ADN ont rapidement balayé. Les progrès de la science ont permis de lancer des recherches en ADN de parentèle, dit simplement recenser dans le fichier national des empreintes génétiques des ADN proches de celui de l'auteur, celui d'un frère, possiblement, ou d'un parent, puis creuser la piste. On sait aussi désormais, grâce au portrait robot génétique, que l'auteur est de type caucasien, comme on dit. Il y a quelques mois, les enquêteurs ont arrêté un suspect. Gaëlle Dumont le connaissait. La garde à vue et l'ADN n'ont rien donné, piste abandonnée. Mais comment ne pas cogiter ? Il n'y a pas très très longtemps, j'ai fait une fixette sur quelqu'un et c'est très compliqué à gérer. Là, c'est hyper dur. Il y a un nom qui sort et du coup, nous, s'il suffit que ce soit quelqu'un qu'on connaît, on se remémore, on essaie de se remémorer un peu comment il était à cette époque-là, quel physique il a, puisque on sait aujourd'hui, c'est pas une surprise que c'est quelqu'un de type caucasien avec plutôt les yeux clairs. Et on se fait un film. Là, c'était sur quelqu'un que vous connaissiez personnellement. Ouais. Sur quelqu'un effectivement que je connaissais. Je me suis tellement fait un film tellement énorme à m'en rendre presque malade que je me suis dit que c'était terminé, que je ne me ferais plus ça, que j'attendrais maintenant que l'ADN soit testé et d'avoir le résultat de l'ADN. Éric et Gaëlle Dumont ont repris le flambeau de leurs parents, désormais retraités, pour porter le combat, car pour la famille, hors de question de baisser les bras.
Ça fait partie de notre vie, de notre corps, de notre sang. Aujourd'hui, on vit avec ça. On ne peut pas mettre un couvercle, puis de toute façon, on ne le mettra jamais, parce que quelle injustice. Même la personne qui est encore peut-être de ce monde, j'en sais rien, en tout cas, elle ne mérite pas d'avoir eu ces 30 années, peut-être un peu plus, où elle a pu vivre, elle, normalement. Parce que comme il est souvent répété, nous, on prend perpète. Nous, c'est à vie. Nous, on a repris confiance, parce que le dossier, peut-être dormait depuis quelques années, peut-être même depuis plusieurs dizaines d'années. Et moi, je suis effectivement convaincu qu'on sera un jour, parce qu'on cherche quelqu'un, tout simplement. Voilà. Et que on a de la chance dans notre malheur, mais on a des scellés conservés, on a des éléments qui permettront un jour de confondre et de retrouver l'assassin. Jamais on mettra le couvercle, parce qu'on a deux vies, en fait. On a la vie avant Sabine, avant la disparition de Sabine, et la vie après. Et la vie après, en plus, on laisse cet héritage à nos enfants. Donc c'est même pas que nous, quoi. L'impact, il est même pas uniquement sur notre génération à nous, mais on la laisse à celle de nos enfants également. Notre combat aujourd'hui, c'est celui de lancer un appel. Aujourd'hui, je pense que le fait d'en parler, ça peut faire bouger un peu les lignes. Et comme je dis toujours, aujourd'hui, si quelqu'un a quelque chose à dire, il faut qu'il le dise aujourd'hui. C'est le moment, que ce soit un frère, une sœur, un parent, un cousin, qui peut avoir aujourd'hui ne serait-ce que des doutes ou des soupçons sur quelqu'un à l'époque, ne serait-ce que pour aussi alléger leur conscience. On ne peut pas partir de cette planète sans avoir levé un doute sur quelqu'un. Sabine Dumont aurait 46 ans cette année, et son meurtrier est-il toujours en vie? La famille de la jolie petite fille blonde l'espère, pour le voir, un jour, le plus vite possible, dans l'enceinte d'une cour d'assises. J'aimerais, moi, qu'il soit en vie, parce que j'ai besoin de savoir, j'ai besoin d'explications, j'ai besoin de comprendre un peu ce qui s'est passé, j'ai besoin En même temps, s'il est vivant, il a peut-être recommencé sur une autre enfant. Et ça me déplaît énormément, évidemment. Et moi, j'ai besoin d'affronter son regard. Moi, je veux l'affronter, je veux le voir juste en face de moi, cet homme-là. J'ai besoin d'un affrontement physique. Moi, j'ai pas envie de tout savoir. Je veux juste qu'il soit, qu'on le retrouve. Après, c'est surtout pour qu'on puisse mettre un terme à ça. Alors après, attention, c'est comme on se le dit souvent, ce sera violent, parce que ce sera une troisième vie qu'on démarre. C'est-à-dire qu'en fait, il y aura toute la machine judiciaire qui se met en place. Et après, qu'est-ce qui se passe pour nous derrière? En fait, c'est compliqué. Est-ce que vous avez déjà songé, vous, soit individuellement, soit collectivement, est-ce que au jour, potentiellement, où on vous annoncerait qu'on a trouvé? J'y ai pensé des milliards de fois, par contre, à ce jour-là. Je pense que ce sera à la fois un soulagement et en même temps extrêmement compliqué. Mais même si ce sera probablement extrêmement douloureux, j'ai quand même hâte et j'ai très envie que ce jour arrive. Et j'espère qu'il va arriver rapidement, pas dans 20 ans, ni dans 10.